Donald Trump a de nouveau durci le ton envers l'Iran en menaçant de détruire le pays en cas d'escalade. Cette déclaration ravive les tensions au Moyen-Orient et alimente les inquiétudes d'un possible conflit régional. Les experts analysent les véritables intentions de Washington, les capacités de riposte de l'Iran et les conséquences qu'une telle confrontation pourrait avoir sur la stabilité de la région et du monde. Et puis, à la une de l'actualité, on vient aussi d'en parler, mais on va y revenir, c'est cette tension qui repart entre les États-Unis et l'Iran. Encore des frappes cette nuit, les deux pays qui s'accusent mutuellement de violer le cessez-le-feu. Le président américain Donald Trump a de nouveau menacé de repartir en guerre pour, je cite, anéantir la République islamique. On va en parler ce matin en plateau avec Claire Cambier. Vous êtes journaliste au service international de LCI. Bonjour. Merci d'être là, Claire. À vos côtés, Tristan Mendès-France, expert en réseaux sociaux, en désinformation. Merci beaucoup d'être là, Tristan. Jean-Antoine Duprat, bonjour, géopolitologue, ancien professeur associé à la Sorbonne. Merci d'être là pour nous éclairer ce matin. Alors, que sait-on sur ces frappes ? Eh bien, Jordan Olivier, vous avez travaillé le sujet depuis ce matin. Oui, Anne-Chloé, ces frappes, on va les découvrir ensemble. Images fournies par le CENTCOM, le commandement central de l'armée américaine. Ces opérations ont ciblé au moins 10 sites iraniens. Vous le voyez sur ces images. D'après les Américains, il s'agirait d'une réponse à une attaque de drone contre un cargo panaméen. Ce cargo tentait de franchir le détroit d'Ormuz avec à son bord plus de 2 millions de barils de pétrole brut. Des médias iraniens, de leur côté, ont fait état de bruit ce matin. Forte explosion, en tout cas, dans les régions de Sirik et de Keshm, deux lieux hautement stratégiques. Vous le voyez sur cette carte. Ils sont au cœur véritablement de ce détroit d'Ormuz. Donald Trump, de son côté, s'est exprimé et comme à son habitude, il n'y a pas été de main morte, affirmant que si des frappes iraniennes se reproduisaient, vous le voyez, il peut arriver un moment où les États-Unis ne seront plus en mesure d'être raisonnables. Si cela se produit, la République islamique d'Iran n'existera plus. Et pourtant, malgré cet avertissement très clair, les Iraniens, Jordan, ont répondu. Oui, et ce matin, des sirènes ont retenti. Vous l'entendez dans certains pays du Golfe. Vous le voyez également sur ces images. Les gardiens de la Révolution affirment avoir visé 8 sites de l'armée américaine, notamment la base d'Ali Al-Salem au Koweït ou bien encore la 5e flotte à Bahreïn. Pour le moment, selon un responsable américain, il n'y a pas de victimes et les dégâts sont minimes, les dégâts matériels en tout cas. Mais alors, peut-on craindre une escalade dans la région ? C'est la question que beaucoup se posent, car vendredi déjà, l'armée américaine a mené plusieurs frappes contre l'Iran, les premières depuis la signature d'un accord, c'était le 17 juin dernier, ce protocole d'accord en tout cas. Téhéran a dénoncé une violation du cessez-le-feu et ce matin, dans un communiqué, les gardiens de la Révolution ont déclaré que des dispositions ont été prises pour contrôler le trafic dans le détroit d'Ormuz avec la République islamique. La suite du communiqué, désormais, les navires contrevenants seront traités avec une fermeté accrue. De son côté, les États-Unis affirment que le trafic de navires commerciaux dans le détroit d'Ormuz se poursuit malgré ces échanges de frappes. Merci beaucoup Jordan pour toutes ces précisions. Bon, en tout cas, Donald Trump, on le sait, toujours sagace. On va retrouver Hélène Bonnet à Washington. Le ton qui monte à nouveau du côté du président américain, Hélène. Oui, il s'agit d'une nouvelle escalade verbale de Donald Trump sur son réseau Truth Social. Tout d'abord, il confirme les frappes américaines sur des sites de stockage de missiles, de drones et sur des radars iraniens. Il dénonce une nouvelle violation du cessez-le-feu et critique le comportement de l'Iran qui, dit-il, ne retient jamais la leçon. Et puis, il lance un avertissement. Il dit ceci, il se peut qu'un jour, nous devenions moins raisonnables et que nous soyons contraints de terminer militairement le travail que nous avons très bien commencé. Et puis il conclut par ces mots: si cela arrive, la République islamique d'Iran n'existera plus. C'est le retour des menaces de Donald Trump qui sonne un peu comme un retour à la case départ. Le président américain qui est pris en tenaille. D'un côté, il se doit d'envoyer un message de fermeté, alors même que ces dernières heures, il vendait encore une victoire totale sur l'Iran à son opinion publique. Et puis de l'autre, Donald Trump ne veut surtout pas risquer l'escalade, alors même qu'il veut se concentrer sur la bataille électorale pour les élections de mi-mandat qui auront lieu en novembre prochain. Et puis il y a surtout une séquence très importante pour le président dans les prochains jours. Il s'agit des célébrations pour les 250 ans de l'Amérique. Elles auront lieu très exactement le week-end prochain.
Voilà, Hélène Bonnet, Morgan Pope, donc à Washington, tout près de la Maison Blanche. Tristan Mendès-France, je vous voyais beaucoup réagir à ce que disait Hélène. C'est vrai que Donald Trump, à force de parler, à force de toujours utiliser les mêmes expressions, il y a une espèce de dépréciation aussi de ce qu'il dit. Ah, franchement, il est indécryptable. Il était difficile à suivre. Les mots qu'il emploie, évidemment, sont vidés de leur sens. Il est tellement dans les superlatifs. Là, il parle évidemment de détruire tout l'Iran. C'est presque une menace de vitrification, quasiment, de l'Iran. Sur le cessez-le-feu, on est quand même sur le 3e cessez-le-feu, qui a été là depuis avril dernier. Et là, on est vraiment sur un cessez-le-feu qui n'en a que le nom. Je veux dire, apparemment, ça se tire dessus. Les hostilités, en tout cas, ont repris. Donc, on est toujours assez mal à l'aise dans la communication, effectivement, de Trump, qui a l'air vraiment d'être orienté, on vient de dire effectivement à l'instant, orienté plutôt en interne. Clairement, il a une épée de Damoclès électorale, qui est les élections de mi-mandat en novembre, et il a aussi une sorte de sécession en interne. Il y a une rupture d'une partie de sa base, qui est minoritaire, mais bruyante, notamment en ligne, et qui, elle, est plus, évidemment, vent debout contre toute l'intervention en Iran, et tout ça a un coup politique qu'il cherche, évidemment, à noyer dans un discours performatif. En gros, il annonce à la fois qu'il a gagné, que le cessez-le-feu est là, mais je crois que c'est vraiment une vision, c'est orienté vraiment à son auditoire américain. Des frappes, en tout cas, Claire Cambier, qui, là, pour l'instant, ne concernent encore une fois, depuis 2 jours, que des infrastructures, que ce soit d'un côté comme de l'autre. Infrastructures énergétiques, bases militaires, côté américain. Oui, je rejoins ce qui a été dit, c'est autant à destination des Américains. Il y a, je vois le dernier sondage, il y a 63% des Américains qui estiment que la trêve a peu de chances de durer, et 23% qui estiment que les Américains sont plus forts aujourd'hui qu'avant la guerre. Mais c'est aussi à destination des Iraniens. Là, chacun est campé sur sa position. Les Iraniens qui veulent maîtriser le détroit d'Ormuz, les Américains qui assurent que la voie sud est sécurisée. Je voyais hier le Centre conjoint d'information maritime qui opère avec les États-Unis a même élargi cette route maritime pour que les bateaux puissent aller dans les 2 sens de manière simultanée. Donc on voit que les efforts s'accentuent, mais pour le moment, escalade qui continue, et c'est ça le risque. Escalade mesurée des 2 côtés. Mais jusqu'où ça ira, c'est la grande question aujourd'hui. Oui, escalade qui peut mettre en péril l'accord, en tout cas le protocole d'accord qui a été signé, clairement ou pas ? De toute façon, c'est le propre des cessez-le-feu de ne pas être respecté. Il y en a très peu qui le sont. Deuxièmement, effectivement, notre ami Trump, il a déjà dit qu'il allait ramener l'Iran à l'âge de pierre. Maintenant, il va la vitrifier. Il avait dit d'ailleurs que le problème était réglé parce qu'il avait anéanti le programme nucléaire américain et que l'Iran n'avait plus d'armée. Donc, on en est toujours au même point. Le protocole d'accord, c'était pas un accord, on l'a bien vu. Ça avait un intérêt pour lui parce que il y avait quand même son anniversaire qui était là. Il y avait le 4 juillet. Là maintenant, il y a la fête, le 250e anniversaire de l'indépendance. Donc il va probablement falloir qu'il trouve quelque chose quand même d'ici la fin de la semaine pour que ça se calme. Mais on est encore dans la même problématique. Aucun problème n'est réglé. Et le problème, c'est que en plus, tous ces délais qui ont été laissés à l'Iran ont permis à l'Iran de reconstituer ses stocks, probablement, de refabriquer des missiles, de refabriquer des drones, etc. Donc rien n'est réglé. Par contre, ce qui est intéressant de voir sur ces frappes, c'est qu'on a ciblé Bahreïn, on a ciblé le Koweït, mais on n'a pas ciblé les Émirats arabes unis, on n'a pas ciblé le Qatar, etc. Eux, ils ont peut-être payé quelque chose à l'Iran. En tout cas, on va partir justement au Qatar, à Doha, pour rejoindre notre envoyé spécial Pierre-Olivier Dantan. Ces nouvelles hostilités, Pierre-Olivier, elles sont liées au contrôle stratégique du détroit d'Ormuz. Ce qui est sûr, Anne-Chloé, c'est qu'il y a clairement un regain de tension lié à une divergence sur la circulation dans le détroit d'Ormuz, notamment avec cette route préconisée par les États-Unis qui conseillent les armateurs de l'emprunter. C'est cette route qui longe les côtes omanaises, qui selon les autorités américaines est une route sécurisée. Et il y a ensuite l'itinéraire ordonné par les autorités iraniennes qui, elle, doit justement longer les côtes iraniennes. Et c'est sur ces divergences justement que ce regain de tension revient, notamment ce navire qui a été touché ces dernières heures dans le détroit d'Ormuz, qui a entraîné des frappes américaines en Iran, et donc une riposte cette nuit, pour la 2e nuit consécutive, une riposte en 2 actes. Le Koweït et le Bahreïn, qui ont tous les deux été visés la nuit dernière. C'est au Koweït la base américaine Al-Salem qui a fait l'objet de tirs de missiles et de drones. À Bahreïn, c'est le fameux quartier de la 5e flotte américaine qui a été visé. D'ailleurs, Téhéran ne s'en cache pas, il l'assure, les bases américaines de la région, je cite, vivront l'enfer dans les prochains jours. Voilà comment Téhéran prévient.
Et il y a eu un deuxième acte de cette riposte au petit matin ici, dans la région du Moyen-Orient. Bahreïn, une nouvelle fois, dit avoir intercepté et détruit plusieurs missiles iraniens. Le Koweït a aussi dénoncé une nouvelle attaque dès l'aube. Les deux pays condamnent fermement ces attaques et je me permets de préciser qu'à Bahreïn, un immeuble résidentiel a été touché. Il n'a fait aucun blessé, mais on voit que Téhéran est prêt non seulement à viser les intérêts américains dans la région, mais est prêt aussi à viser des cibles civiles. Merci beaucoup pour ces précisions, Pierre-Olivier. On sent bien en tout cas toute cette tension, Claire, toujours au cœur et sur le détroit d'Ormuz. L'Iran qui prévient, c'était il y a quelques minutes, que toute contestation de son contrôle du détroit va accroître les tensions dans la région. Exactement. C'est leur gros moyen de pression, en fait, le levier principal. Exactement, oui, et ça fonctionne, puisque on le voit, dès que le pétrole est bloqué, ça a un impact sur les États-Unis, mais aussi sur le monde entier. Cette phrase, c'est le ministre des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, qui l'a dit. Il est actuellement en déplacement en Irak. Alors, il y va aussi pour préparer les funérailles de l'ayatollah la semaine prochaine, mais il y va aussi parce qu'il multiplie les rencontres diplomatiques avec les différents voisins dans les pays des différents pays du Golfe pour essayer de garder la main mise sur ces pays. Qu'est-ce que vous pensez de ce qu'a dit tout à l'heure Jean-Antoine Duprat par rapport au fait que les Émirats Arabes Unis potentiellement avaient peut-être donné quelque chose à l'Iran? On peut souligner qu'effectivement c'était étonnant. Les Émirats Arabes Unis en effet ont toujours été la cible privilégiée par les Iraniens. On le rappelle, ils ont été plus frappés, les Émirats Arabes Unis, qu'Israël lui-même. Donc effectivement, pourquoi d'ailleurs? Parce que les Émirats Arabes Unis sont le principal allié des Américains dans les pays du Golfe. Donc c'est vrai qu'on peut remarquer on peut se poser la question. On peut se poser la question. En tout cas, voilà, sans faire de complot, n'est-ce pas Tristan? Ça, c'est justement notre sujet. Parlant de complot, mais surtout de communication sur les réseaux. On l'a vu, on l'a beaucoup dit de toute façon dans cette émission, et depuis maintenant plus d'une centaine de jours a commencé cette guerre. C'est-à-dire que le détroit d'Ormuz, avant, n'était pas du tout une question. Il y avait vraiment une liberté de passage. Ça l'est devenu, un peu peut-être aussi à cause des États-Unis. L'Iran qui a énormément d'ailleurs communiqué sur les réseaux sociaux. On se souvient, on a vu ces tonnes de vidéos qui étaient vraiment de la propagande utilisée par l'Iran. Ça a été aussi un levier pour eux. Oui, et toujours encore jusqu'à aujourd'hui, ils ont réussi à installer une stratégie de communication sur les plateformes sociales, à base effectivement, dont on l'a vu, de vidéos générées par IA, mais surtout avec un relais très intelligent, notamment du réseau des comptes diplomatiques iraniens sur les différentes plateformes sociales, qui font un relais et un maillage planétaire, qui peuvent relayer très très rapidement le point de vue iranien sur ces thématiques-là. Mais je constate aussi que sur toutes ces questions et cette séquence actuellement, on a vraiment des communautés qui sont en silo quand on parle des réseaux sociaux, mais véritablement en silo. Et on le voit d'ailleurs aux États-Unis, ne serait-ce que sur la fracture, sur la position iranienne, on a une majorité écrasante des républicains qui sont encore favorables. Je crois que le sondage, 71% des républicains favorables ou approuvent cette intervention. Et du côté démocrate, on a 8%. Donc on a chacun dans son silo qui a sa vision de cette séquence-là, qui a une position extrêmement tranchée, et on voit qu'elle est polarisée à l'extrême aux États-Unis. C'est la même chose à l'international. Oui, alors c'est vrai que les réseaux sociaux permettent aussi aux gardiens de la révolution et aux autorités iraniennes de communiquer à travers le monde entier. Ils le font, et on l'a remarqué aussi beaucoup via la télé iranienne, avec ces communiqués souvent qui sont lus, alors que ce soit, on le sait, Mojtaba Khamenei, qu'on n'a pas vu évidemment depuis le début de la guerre, des journalistes qui lisent soi-disant les communiqués. Encore ce matin, communiqué lu à la télévision iranienne, communiqué des gardiens de la révolution. Regardez. Le service des relations publiques du corps des gardiens de la révolution islamique a averti qu'une riposte écrasante serait apportée à toute agression, même si une cible de moindre importance était attaquée, comme ce fut le cas hier soir et ce soir. Le commandement de la marine du corps des gardiens de la révolution islamique a averti les États-Unis, vos bases dans la région vont vivre un véritable enfer. Il y a un côté un peu télé des années 80, quand même, non? On remarque, c'est assez particulier. Ça veut dire quelque chose aussi de ce qui se passe dans le pays, quand même. Oui, bon, après c'est aussi la culture iranienne qui l'explique également. Je voyais dans les différentes vidéos de propagande ce matin, les gardiens de la révolution ont aussi publié une vidéo des missiles qui ont été tirés cette nuit. Ce qu'ils aiment faire, c'est mettre des messages sur les missiles. On voyait ce matin, le message disait grosso modo, les Américains finalement n'ont gagné dans cette guerre que d'augmenter les cercueils pour les soldats américains et
les chaises roulantes. On voit que c'est assez agressif et donc du coup il continue dans cette voie-là aujourd'hui. Ah bah oui, l'Iran qui affirmait donc ce matin en effet sa détermination à défendre sa souveraineté face à l'agression américaine. Donc en effet les mots sont toujours très bien choisis. Dans cet accord, il y a aussi cette trêve entre Israël et le Liban, notamment donc le Hezbollah libanais. Nouvelle frappe israélienne dans le sud du pays, alors qu'il y a 2 jours, les deux pays ont signé en tout cas un accord cadre censé permettre une paix durable. Ça fait plusieurs fois qu'il y a une espèce de cessez-le-feu, je dis espèce parce qu'en fait il n'est jamais respecté entre Israël et le Liban. Là aussi ça peut faire coincer sur l'accord de protocole ce qui se passe. Bah déjà les cessez-le-feu entre l'Israël et le Liban qui ne tiennent pas, pour monter 40 ans en arrière. Oui. Bon. Mais comme pour l'occupation d'ailleurs du Liban, quand on n'y est pas que ça. Bon, là effectivement, on voit bien que l'affaire libanaise. Alors, ce qui est intéressant dans ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu pour la première fois des discussions directes entre le Liban et Israël. Cela étant dit, ça n'empêche pas que le Hezbollah, lui, il n'est pas dans le coup. Le Hezbollah, il est toujours instrumentalisé par l'Iran. Et donc, ce qui se passe au Liban est totalement dépendant de ce qui se passe entre l'Iran et les États-Unis. On peut pas séparer les deux. Et quand Trump a dit, je vais signer un protocole d'accord avec l'Iran sans mettre Israël dans le coup, on savait très bien que de toute façon, c'était un élément supplémentaire pour que ça ne fonctionne pas. Donc, tous ces problématiques-là sont liées et on ne peut pas les séparer. Alors, on les sépare, bien sûr, pour des questions d'actualité aussi. Oui. Mais c'est tellement lié. Et on voit bien qu'aujourd'hui, le Hezbollah, il n'est pas du tout satisfait de cette espèce de jeu qui est en train de se mettre en place entre Israël et le gouvernement libanais, parce qu'il faut pas oublier que le Liban, c'est un système où il y a des communautés qui se sont réparties le pouvoir et que le Hezbollah continue à avoir un poids très conséquent à l'intérieur de ce qui se passe au Liban. Alors, demain, Emmanuel Macron reçoit à Paris le sultan d'Oman, il le reçoit, ils vont pouvoir s'entretenir tous les deux. C'est un acteur hautement stratégique, qui est à proximité justement du détroit d'Ormuz. Qu'est-ce qu'on peut en attendre? Qu'est-ce qui va se passer demain, Claire? Est-ce que vous êtes dans les petits papiers? Acteur stratégique parce que Oman partage les eaux maritimes avec l'Iran. Il y a un accord d'ailleurs qui a été signé dès 1975, avant la révolution entre les deux pays, pour gérer la surveillance du détroit. Et d'ailleurs, les Iraniens sont allés voir les Omanais pour donner un communiqué commun en expliquant qu'ils réfléchissaient ensemble sur ces fameux frais de service. Oman, en réalité, n'y est pas favorable. Mais l'Iran essaye d'appuyer de tirer sur cette corde. Là, on voit que le sultanat d'Oman, la délégation va être à Paris demain. Pour le président français, c'est aussi de voir ce qu'il est possible de faire pour les Européens. Vous connaissez cette opération qui est jointe avec les Britanniques, qui proposent notamment de déminer le détroit d'Ormuz. Bon, ce qui pose problème, c'est que si la situation est toujours très instable, il va être très difficile d'agir. Donc chacun essaye de peser dans cette question du détroit, mais ça va être très difficile pour le président français d'obtenir quelque chose et d'avancer quelque chose. On voit par exemple que la mission de l'ONU, la mission d'évacuation, a pour le moment été mise en suspens. Oui, voilà, pour l'instant c'est un échec. Donc à suivre, et on suivra bien sûr cette venue de près sur LCI.